Mais est-ce qu'il existe des situations cliniques ou des maladies pour lesquelles il serait intéressant d'aller encore plus loin dans cette prise en charge et imaginer une prise en charge un peu spécifique du stress oxydant? C'est peut-être à cette question-là que nous allons essayer de répondre. Alors, il y a des sous-questions auxquelles on va répondre à la SERP de façon très rapide. Stress oxydatif est une réalité? Oui. Il accompagne les maladies avant, pendant et après. Peut-on guérir avec des antioxydants? Non, il ne faut pas rêver. Aucune étude n'a montré un effet curatif des antioxydants, a priori. Ont-ils un rôle si important? Oui, parce que ce sont évidemment les antidotes des radicaux libres, mais il faut retenir qu'ils traitent le stress oxydant contemporain des maladies, et parfois c'est très important. Doit-on prendre pour autant des antioxydants? En tout cas, pas au long cours, de façon empirique et non contrôlée. Vous verrez que malheureusement, on peut effectivement faire un peu l'inverse de ce qu'on cherche à faire avec des antioxydants pris de façon un petit peu empirique. Peuvent-ils être dangereux? Eh bien oui, parce qu'il faut les considérer comme des facteurs de survie cellulaire du fait d'une éventuelle action anti-apoptotique. À un moment donné, c'est l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée, c'est un programme par défaut, c'est-à-dire qu'il faut que pour qu'il s'allume, que tous les autres programmes, en particulier les programmes de survie cellulaire, s'éteignent. C'est-à-dire les contacts cellulaires, les facteurs de croissance, les hormones, etc., et les antioxydants. Et la voie mitochondriale de l'apoptose est une voie qui est médiée par les radicaux libres. Donc si à un moment donné, on donne des antioxydants, à ce moment-là, on peut empêcher l'apoptose de se déclencher, in fine. Si votre patient a un stress oxydant pour une raison ou pour une autre, il va oxyder sa vitamine E. Il y en a beaucoup, il va l'oxyder beaucoup. Si pour une raison ou pour une autre, derrière, il n'a pas assez de vitamine C, ou que son glutathion ne marche pas bien, ou qu'il n'y a pas assez de vitamine B2, ou de B6, ou de B12, etc., ou de zinc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va augmenter son pool de vitamine E oxydée, c'est-à-dire de radicaux tocophéryl. Et quand cette vitamine E oxydée croît dans les membranes cellulaires, eh bien, elle oxyde les lipides de la membrane cellulaire plutôt que de les protéger. Et on assiste à ce moment-là à une destruction de la membrane cellulaire. Cette oxydation des lipides va déclencher des chaînes de lipoperoxydation qui va aller jusqu'à l'oxydation du LDL circulant. Et le taux de LDL oxydé est un marqueur indépendant du risque cardiovasculaire. Ce LDL oxydé va être phagocyté par des macrophages qui va boulotter des masses importantes de LDL oxydé, qui va se transformer en cellules spumeuses et donner le lit de la maladie athéromateuse. Et l'athérome artériel se fait à partir de LDL oxydé et non pas de LDL. C'est pour ça que le taux de LDL oxydé est un marqueur indépendant du risque cardiovasculaire. Donc en donnant de la vitamine E sous cette forme, eh bien, on va en fait augmenter le risque cardiovasculaire de ce patient. Qui plus est, c'est de l'alpha-tocophérol. L'alpha-tocophérol a la fâcheuse tendance d'inhiber l'absorption digestive du gamma-tocophérol des aliments qu'on trouve dans les oléagineux. Et les gens qui prennent ce type de produit pendant 3 mois, vous essayez de doser leur gamma-toco et le labo vous dit indétectable. On n'arrive plus à le trouver. Or, il est fondamental. Donc, on pourrait là penser que les antioxydants seraient pratiquement le premier traitement de la dystrophie facio-scapulomurale puisqu'il n'y a pas de traitement. Mais on sent bien que on ne peut pas donner le même cocktail à tout le monde. Pour une raison simple, c'est que les patients qui ont cette dystrophie, à des époques différentes, au stade différent de leur maladie, n'ont pas le même profil antioxydant, n'ont pas le même problème oxydatif, si j'ose dire. Au tout début, ils ont une destruction de leurs cellules musculaires du myocyte pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et suite à cette destruction musculaire, ils ont un emballement de leur métabolisme mitochondrial. Ils ont beaucoup plus de mitochondries, beaucoup plus grosses, pas toujours normales, avec des anomalies ultra-structurelles, au niveau des crêtes par exemple. Et ils ont une activité SOD absolument énorme. Ils carburent un peu comme les trisomiques qui ont le même problème avec la sode. Et ce que ça veut dire quoi, si vous vous rappelez du schéma du début? Ça veut dire qu'ils fabriquent beaucoup de H2O2. Et donc, comme ils fabriquent beaucoup de H2O2, si du fer se balade ou du cuivre se balade, eh bien, ils vont développer un stress oxydant majeur. Ce qui veut dire que toutes les thérapeutiques antioxydantes qui stimuleraient la superoxyde dismutase ou la production de H2O2 seraient chez eux assez délétères. A l'inverse, au bout d'un certain temps,
leur système antioxydant s'épuise, et puis le nombre de fibres musculaires diminue, les mitochondries diminuent, et ils se retrouvent dans un état de stress que nous on connaît bien, qu'on voit chez les Parkinsoniens par exemple, ou les hépatites C agressives, etc., sont des gens qui au contraire ont des systèmes antioxydants endogènes effondrés. Et en particulier, ils ont un glutathion réduit effondré, alors qu'au début, ils ont un glutathion réduit extrêmement augmenté. Et ils ont un glutathion oxydé très élevé, ils ont une GPX qui ne marche plus. Et tous ces systèmes-là semblent être complètement anéantis par la puissance du stress oxydant.